lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, disait Jean-Jacques Zilberman en 1993. J'ajouterais, en 2026, que tous les hommes n'ont pas non plus la chance d'avoir des patrons féministes. Un rapport de l'INED, paru en janvier dernier, nous apprend en effet que 40% des jeunes pères n'osent pas prendre la totalité de leur congé et que 20% se contentent même du minimum obligatoire. Alors certains, bien sûr, ne veulent pas prendre plus de congés, mais d'autres ne peuvent pas le faire à cause de la pression sociale. Un article, publié dans Le Parisien en avril dernier, nous explique ainsi qu'ils sont freinés par les remarques des collègues, les railleries des masculinistes et les risques pour leur carrière. Risque de ne pas avoir de promotion, par exemple, mais aussi d'être licencié. En 2023, la Cour de cassation avait dû rappeler qu'on ne licenciait pas un papa, ni pendant son congé, ni 10 semaines après la naissance de son enfant, sauf en raison d'une faute grave ou d'un fait rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le droit a donc encore besoin aujourd'hui d'être sanctionné par le juge, et il aurait aussi besoin, selon certains, d'être étendu par le législateur pour favoriser de bonnes relations entre le père et son enfant, l'égalité économique et domestique du mari avec son épouse et, last but not least, le réarmement démographique de la France. Il est pourtant vrai que notre droit a progressé ces dernières années. Le congé paternité est passé de 14 à 28 jours en 2021 et il pourra être complété par un congé naissance de 1 à 2 mois à partir du 1er juillet prochain. Merci Macron. Les pères sont donc mieux traités qu'avant, mais beaucoup moins bien qu'ailleurs. En Suède, par exemple, ils jouissent d'un congé de 480 jours, 1 an et demi, assez pour jouer à ce qu'on appelle le latte dad, ce père qui sirote un café au lait, trop sucré à mon goût, sur une terrasse de Stockholm, pendant que son petit Gustave dort à côté dans sa poussette Baby Björn, et que sa chère et tendre Frida travaille chez Ikea. Alors, nous n'en sommes pas encore là en France, ni pour les hommes, ni pour les femmes d'ailleurs, dont le congé a une durée de 4 mois seulement, et fut obtenu assez récemment et difficilement, comme l'a montré l'historienne du droit Marie-Charlotte Julien dans sa thèse intitulée « L'élaboration du régime juridique de la maternité au travail », une étude de la prise en charge des états de maternité en France, 1810-1938. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Paul. Marie-Charlotte, vous avez soutenu votre thèse d'histoire du droit le 27 septembre 2024 à l'Université de Strasbourg, là où vous avez fini vos études de droit qui ont été commencées à Nancy. Et là où vous travaillez aujourd'hui en tant que chercheuse postdoctorale, sur quel sujet ? Je travaille sur le projet GALSAT, genre et approche légale de la santé au travail en Europe. Et c'est plus particulièrement dans l'Institut thématique interdisciplinaire Makers qui travaille sur la fabrique de la société européenne. Donc c'est vraiment un projet aussi interdisciplinaire qui fait que je travaille à la fois avec une approche quantitative, avec une ingénieure de recherche, et aussi avec des économistes, des sociologues du travail et évidemment des juristes en droit du travail sur ces questions. Et toujours un peu d'histoire du droit ou plus trop ? Et oui, avec les archives justement qui sont à l'Institut universitaire à Florence. Là, il y a vraiment un fonds très intéressant pour aller travailler sur ces archives européennes. Mais évidemment, c'est de l'histoire beaucoup plus récente puisqu'on est plutôt vers les années 50. Archives justement que vous avez dû utiliser pour votre thèse, dont nous allons parler aujourd'hui, en commençant par ses origines. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? Eh bien, parce que je savais que je voulais faire de l'histoire du droit social, mais je n'avais pas vraiment au départ d'idée de sujet. Mais j'avais envie que ça touche de la protection sociale, du droit du travail. Je voulais que ce soit proche des gens, en fait. J'aime bien quand c'est concret. Et à l'époque, ma directrice de mémoire m'avait proposé 3 sujets. Et quand elle a dit congé de maternité, ça a sonné comme une évidence. Et j'ai dit, je prends celui-là, j'y vais. Et à l'issue du mémoire, j'étais assez frustrée parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet. Et je me suis dit, il faut voir ce qu'on peut faire. Et très vite, elle m'a dit, si vous voulez continuer en thèse, sachez que c'est possible. Elle m'avait laissé 24 heures pour y réfléchir. Elle m'a dit, on se revoit demain matin, la nuit porte conseil. Et j'y suis retournée le lendemain matin et j'avais aucun doute sur le fait qu'il fallait que ça continue en thèse. Un travail pour lequel a lieu ce congé maternité dont vous parlez, parce qu'en effet, les femmes travaillaient, et depuis longtemps, mais pas partout. Vous avez, privilégié certains secteurs d'activité, lesquels et pourquoi ? Alors j'ai travaillé plus particulièrement sur le secteur industriel textile, parce que je suis partie du présupposé que tout le monde connaît, que finalement il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le textile. Et après, c'était l'idée d'aller trouver encore quel patron.
puisque même dans l'industrie textile où elles sont très nombreuses, ça suffit pas forcément pour trouver un nombre de femmes conséquent dans la fabrique ou l'atelier pour que le patron se soit intéressé à la question. Et puis ensuite, j'avais repéré que l'État, en tant qu'employeur, était aussi intervenu dans certains ministères, donc les postes, télégraphes et téléphones, l'instruction publique et notamment la marine. Et c'est ensuite, en tant qu'État patron, que là, je me suis intéressée aux manufactures de tabac et d'allumettes. Où là, donc dans tous ces secteurs-là, il y a une proportion de femmes plus importante que dans d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Alors dans les manufactures de tabac et d'allumettes, on est autour de 90% de femmes dans la masse ouvrière, donc c'est très conséquent. Dans les ministères, il y a souvent des vagues de féminisation, donc c'est pas vraiment lisse ou clair, mais on est souvent à un ratio d'à peu près une femme pour 7 hommes embauchés. Alors après, pas forcément au titre de fonctionnaire, mais tout de même, donc c'est conséquent. Et dans l'industrie textile, on est quand même c'est toujours à peu près le 3e ou le 4e secteur qui embauche le plus de femmes. Et après, ça dépend vraiment des spécificités dans le textile. Et dans ces secteurs-là, vous venez de dire que vous aviez choisi certaines entreprises qui avaient sans doute des archives et une présence des femmes plus importante. Lesquelles est-ce que vous auriez un ou deux noms à nous donner ? Ah bah j'en ai même 3 à vous donner. Alors, il y a déjà en Alsace, voilà, il fallait travailler sur le Haut-Rhin plus précisément, où je travaillais sur la dynastie Dollfus, qui était installée autour de Mulhouse. Alors, moi, je me suis plus particulièrement intéressée sur Jean Dollfus, puisque lui, il a vraiment eu... c'est typique aussi des familles alsaciennes de confession protestante, mais on pourra en reparler évidemment. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il est à la fois économiste, chef d'entreprise, homme politique. Donc, il a vraiment eu beaucoup de rôles qui ont fait qu'en tant que patron, il s'est très vite inquiété sur la question de la mortalité maternelle et infantile, et donc il a intervenu sur ça dans son entreprise par divers moyens. Ensuite, en tant qu'autre bassin industriel, il y avait le Nord, où là je vais travailler sur Lille, et plus particulièrement la famille Vraud. Qui avait, alors le père avait une petite fileterie lilloise qui était vraiment sans prétention, c'est un atelier, donc il y avait très peu d'ouvrières. Et puis il va ensuite léguer l'entreprise à son fils, Philibert, mais qui lui avait une vocation en fait à devenir, il voulait entrer dans les ordres en fait. Et donc il était contraint d'accepter la succession, mais il était un peu frustré, ce qui fait qu'il a été chercher un ami à lui, qui est devenu ensuite son beau-frère, le mari de sa sœur, et qui était médecin. Et il lui a demandé en fait de s'associer avec lui pour gérer l'entreprise, ce que Camille Féron-Vraud a accepté. Il a dû prendre le nom de son épouse pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Et ils ont ensuite développé un petit peu moins de 10 ateliers dans l'île, dans différents quartiers, où là, encore une fois, il y a une grande importance des ouvrières. Alors après, beaucoup de jeunes filles, mais tout de même, les ouvrières qualifiées, on a fait en sorte qu'elles restent dans l'usine. Et la troisième entreprise ? Eh bien, c'est l'entreprise, la draperie Bonnier, de Francisque Bonnier. Alors pareil, c'est une entreprise qui a été léguée par son père et on fabriquait principalement donc, la toile de drap ou pour certains pantalons, par exemple. Donc c'est vraiment de la toile très épaisse, où je ne pensais pas trouver autant de femmes, mais en vérité, ça constitue presque 50% de sa main-d'œuvre, donc quand même très important. Et où lui, ce n'est pas dans le cadre de l'entreprise, mais c'est à côté, avec un autre type d'organisme, ce qu'on appelle des mutualités, qui va faire entrer des mesures de protection de la maternité. Ces entreprises, vous les avez étudiées, et le droit que vous avez étudié par rapport à votre sujet, pour une période qui va de 1810 à 1938. Pourquoi ces bornes très précises ? Alors, déjà parce qu'on est juriste et donc évidemment ça correspond à des textes, on ne peut pas s'en empêcher. Donc 1810, ça correspond en fait à un décret impérial de Napoléon qui porte sur la diffusion, la généralisation de ce qu'on appelle les sociétés de charité maternelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est un organisme privé. Le premier a été constitué à Paris par une femme, et c'est évidemment que des femmes en fait qui gèrent ce type de société charitable, parce que la maternité c'est une affaire de femmes, donc évidemment ce sont les femmes qui s'en occupent. Et l'objectif c'est de venir en aide aux femmes au moment de l'accouchement, donc souvent elles peuvent recevoir un secours ou une aide à partir du 8e mois de grossesse, et puis jusqu'au niveau du postpartum, donc vraiment juste après l'accouchement. Donc c'est une sorte d'association créée par une bourgeoise pour se donner bonne conscience en aidant les pauvrettes qui travaillent.
C'est un petit peu ça, oui. Et souvent, elles se réunissent. Donc après, elles sont plusieurs femmes. Et vu que celle de Paris a été quand même très efficace parce qu'il y avait un grand nombre de femmes dans le besoin, puisqu'elles ne pouvaient pas travailler pendant cette période, Napoléon a mis en place ce texte qui permet de l'étendre partout. Donc l'objectif, c'était qu'il y ait une société de charité maternelle par commune sur le territoire français. Ça, c'est 1810 et oui. 1938 1938, ça correspond à un décret-loi du 12 novembre donc de la même année qui a été mis en place pour étendre les allocations familiales aux mères au foyer. Donc l'idée, c'était vraiment de, en quelque sorte, rémunérer, valoriser le travail domestique en disant que, eu égard à la situation de la femme, donc puisqu'elle s'occupait des enfants, qu'elle gérait bien le foyer, eh bien le père, puisque la femme ne travaillait pas, c'est le père qui touchait cette majoration des allocations familiales. Et pour moi, c'était vraiment là le moment où il fallait s'arrêter, puisque à partir du moment où on considère que la mère au foyer travaille en étant juste à la maison, moi, je ne voyais plus l'intérêt de continuer, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était la femme qui est obligée de travailler en dehors et d'aller chercher le travail, quelle rémunération, etc. Ces deux grandes lois, deux grandes mesures qui bornent votre sujet, ont-elles aussi complété d'autres mesures à l'intérieur de ces bornes-là ? Est-ce qu'il y a, autrement dit, des étapes, des grandes évolutions dans votre période de plus d'un siècle ? Alors oui, mais il y en a en fait à la fois beaucoup et peu. C'est toujours ça un peu, je pense, l'ambiguïté de ce sujet. C'est qu'on en parle toujours, enfin en tout cas de manière régulière, parce que la maternité, ça veut dire toucher à la famille, ça veut dire toucher à la personne aussi, aux droits de la personne. Donc ça revient de manière assez récurrente d'une façon ou d'une autre, mais souvent on effleure le sujet. Et donc les grandes étapes vraiment législatives, en tout cas, il y en a très peu. Il y en a vraiment deux. Il y a deux textes qui sont vraiment fondateurs de ce qu'est le congé de maternité actuel et qui sont toujours d'ailleurs ses fondements, puisqu'on n'a pas repensé le régime du congé de maternité. C'est d'abord la loi Enguerrand, donc elle porte le nom de son député, Fernand Enguerrand, qui a été adoptée le 27 novembre 1909 et qui prévoit une suspension du contrat de travail pendant 8 semaines. Et puis, donc ça, c'était le premier point, avoir le droit au congé, donc, ce qui évite le risque de se faire licencier. Et dans un second temps, la loi Strauss du 17 juin 1913, qui porte le nom cette fois de son sénateur, pas de son député, Paul Strauss, et qui prévoit cette fois une indemnité qui vient s'ajouter, qui vient finalement compléter ce qui a été mis en place par la loi Enguerrand. Il y a eu ensuite quelques lois, alors moi je citerai aussi, parce qu'il y a une qui est pour moi très importante, c'est la loi du 5 août 1917 qui porte sur l'allaitement maternel et qui met en évidence, je trouve vraiment un moment clé, bien sûr dans le cadre de la guerre, mais tout de même la question de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Ces mesures sont des lois, donc elles viennent plutôt de l'État, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu des initiatives patronales qui ont pu devancer, compléter l'État. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les patrons intervenaient comme ça ? Alors là, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle le paternalisme industriel. Donc c'est vraiment l'idée que... Déjà, le terme de patron n'est pas anodin. On n'emploie pas le terme d'employeur, par exemple, ou d'entrepreneur. Alors pour d'autres, on le trouve. Mais pour ces employeurs-là, ils se considèrent comme des patrons. Des protecteurs. Comme des pères de famille, en fait, pour leurs ouvriers. C'est à eux de guider leurs ouvriers vers les valeurs qu'ils considèrent comme étant essentielles. Donc souvent, il y a vraiment cette idée de la morale, qu'il faut moraliser la masse ouvrière et l'orienter dans la bonne direction, l'orienter vers la foi aussi, puisque les convictions religieuses, elles jouent énormément sur les décisions que vont prendre ces patrons. Donc c'est par conviction, c'est pas aussi un peu par intérêt, dans le sens, si j'aide bien mes ouvrières, soit je vais leur permettre d'être plus productives, d'attirer les meilleurs ? Alors, c'est pas forcément d'attirer les meilleurs, c'est plutôt soit de les encourager à partir dès qu'elles seront mariées ou qu'elles auront un enfant, de dire merci d'avoir été là pendant ce temps-là, ou en plus souvent c'est une jeune fille, donc elle est encore moins bien payé et plutôt payé comme un enfant. Il y a aussi plutôt cette idée de rémunération, ça coûte moins cher. Et ça, c'est quand même très important parce que c'est à une époque où ils investissent tellement dans le matériel que la main-d'œuvre, la rémunération de la main-d'œuvre, ça passe vraiment après. Donc il y a vraiment plutôt cet enjeu-là d'abord, ou bien celui de garder l'ouvrière qui a été effectivement productive, qui est là depuis plusieurs années, et donc de dire on va mettre en place une mesure qui va l'encourager à revenir. Mais ça veut dire revenir dans les mêmes conditions aussi. Donc là, il faut trouver des moyens de l'encourager à garder ce poste-là précis. Dans ce que vous dites, on voit que les femmes sont plutôt l'objet, les bénéficiaires des mesures. Est-ce que parfois, vous avez trouvé des femmes qui étaient actrices, qui, par la lutte, ont mis la pression pour obtenir des mesures ? Alors, c'est assez rare. Pourtant, l'histoire du droit social, c'est une histoire de lutte, de revendication, de combat. Donc, on s'attendrait à trouver des mouvements comme ça. Mais je crois que le point de départ pour qu'il y ait une lutte ou vraiment
oser revendiquer des choses, demander, c'est de comprendre qu'on a un groupe, en fait, qu'il y a une communauté. Et les femmes, elles ne le ressentent pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent à la maison, qui sont ouvrières à domicile. Donc dans ce cadre-là, elles n'arrivent pas, en fait, à ressentir, à comprendre qu'elles sont peut-être finalement 50%, 60% de la main-d'œuvre. Et donc il y a vraiment aussi ce problème qui joue, ce qui fait que j'en ai trouvé quasiment pas. Pour moi, il y a vraiment un exemple phare, mais qui est aussi particulier. Ça concerne les femmes qui travaillent dans les PTT, donc, et en particulier les postes, les dames de la poste, qui vont créer un journal dans lequel elles vont en fait justement pouvoir mettre par écrit leurs revendications, leurs aspirations aussi, que ce soit même d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce qu'elles aimeraient comme conditions de travail, qu'est-ce qui devrait être modifié en termes de contrat aussi. Évidemment, les questions de rémunération, ça revient. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a notamment une femme qui va se faire la porte-parole, c'est Marie Chambin, la dame Chambin, comme elle est toujours citée dans ce journal, et qui, elle, va vraiment aller défendre cette revendication sur la maternité auprès notamment de l'Association générale des agents des PTT. Alors, c'est pas un syndicat, mais c'est un peu quand même l'idée, puisque bon, on reste dans un ministère, dans le public. Mais voilà, c'est quand même cette idée que par l'Association des agents, ils ont l'occasion notamment de parler, alors c'est souvent des questions de rémunération, voilà, ou de placement et de montée en grade en termes de carrière, on va trouver ce genre de choses. Et elle, c'est la seule femme qui a été acceptée dans l'association, mais elle y est restée très peu de temps, puisqu'évidemment, elle, ce qu'elle voulait, c'était défendre les revendications des femmes, des dames de la Poste. Et donc, elle a réussi à faire passer, à les convaincre en tout cas que l'association porte une mesure pour protéger la maternité, mais c'est la seule en fait. Ensuite, elle va être contrainte de quitter l'association. Mais comme vous l'avez dit, c'est plutôt une exception parce que c'était un endroit où elle se rencontrait plus facilement qu'ailleurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle travaillait chez elle, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, elle devait produire, c'est ça, chez elle, à partir de matériaux qu'on leur livrait et pas dans une usine. Donc elle ne pouvait pas se rencontrer, discuter et comploter contre le patronat. Est-ce que d'autres gens avant vous avaient étudié ces thèmes, ou et si oui, quels étaient les types de travaux, de tendances historiographiques ? Il y a deux principales tendances déjà que je tiens à préciser. C'est que sur le congé de maternité, on trouve souvent des travaux sur la maternité, de manière générale. Donc je pense par exemple à Yvonne Knibiller, Catherine Rollet, Catherine Fouquet, il y en a beaucoup d'autrices, même Michel Perrault. Il y a des questions sur maternité, femme, histoire. Et donc le congé n'est qu'une partie de ça. Voilà, et le congé arrive parce qu'on mentionne de temps en temps, par exemple, la loi Enguerrand, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, il y a vraiment que ce qui concerne le travail féminin. Et donc là, pareil, la maternité, elle arrive, mais par bribes, en fait. Elle est vraiment juste un peu insufflée comme ça par moment. Et je pense par exemple à la thèse de Maud Girard qui portait vraiment sur le travail féminin. Donc finalement, les travaux qui portent sur le congé de maternité, moi j'en ai trouvé très peu. J'avais trouvé une thèse d'une économiste, Jacqueline Martin, mais ça datait de 1993. Puis c'était une thèse qui pour l'époque était vraiment ancrée dans les débats en fait actuels, on va dire, donc qui s'y passaient, donc ça n'avait rien à voir avec moi. Et puis sinon, il y avait vraiment la thèse de Stéphanie Perrineau, par contre, qui a travaillé sur la protection de la maternité, mais avec une approche comparée, puisque c'était une thèse qu'elle a soutenue en Suisse. Donc il y avait en droit suisse, en droit international, en droit européen. Et à partir de là, c'est vrai que ça m'a aidé à, on va dire, entre guillemets, dérouler le fil. Mais donc vous, en plus d'être la première à comme ça croiser les deux, est-ce qu'il y a d'autres apports de votre thèse que vous voulez mettre en avant ? Il y a vraiment cette idée que, oui, par les juristes, ça n'avait pas été traité jusque-là. Et ce que je mettrai en avant, c'est la diversité des sources. En fait, j'ai très vite compris que m'en tenir aux lois, au débat parlementaire, c'était bien, mais c'était largement insuffisant. Et donc, c'est pour ça que j'ai consacré quand même beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de séjours d'archives pour aller vraiment étudier les territoires, les bassins industriels. J'ai fait d'autres territoires. J'étais dans le Rhône, par exemple, mais ça n'a pas marché. Je voulais travailler au début à Lyon. Mais vu que ce ne sont que des ateliers, je ne trouvais rien, en fait. Il y a eu des petites mesures, mais trop éparses, pour que ce soit suffisant. Oui, parce que vous avez travaillé sur les archives des entreprises. Oui, les archives des entreprises, mais c'est aussi insuffisant pour réussir à savoir ce qui s'est passé, puisque parfois ils mettent en place d'autres organismes à côté, comme les mutualités ou des sociétés de secours mutuels, donc des systèmes d'assurance privée. Et donc ça, ils ne le font pas dans le cadre de l'entreprise même. Donc ça demandait en fait vraiment à chaque fois d'aller étudier, je faisais déjà un gros travail vraiment d'histoire sur le territoire, comment la commune ou le département s'est développé. Et ensuite, je comparais l'installation des patrons, des entreprises, comment elles se développaient. Donc, il y a vraiment l'aspect économique, ce qui veut dire, effectivement, s'il y a des archives patronales, et là, il y en a eu pour tous mes patrons, lire la comptabilité, les correspondances entre les entrepreneurs, voir aussi dans quel réseau ils étaient. Par exemple, est-ce qu'ils font partie de chambres de commerce ou des choses comme ça, ou de chambres syndicales patronales. Et puis ensuite, il y avait toute la question de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de l'État
d'un point de vue, par exemple, notamment de l'assistance publique sur le territoire et qui pourrait être complémentaire ou concurrentiel à ces initiatives patronales. Donc c'est un gros travail, on va dire, assez vaste, parce que aussi, il faut confronter les sources pour trouver les femmes. Les femmes, sinon, sont invisibles dans les archives. Et évidemment, ce sont toujours des hommes qui écrivent sur les femmes. Donc ça demandait d'aller aller chercher vraiment de manière plus vaste ce qui avait été fait et comparer et ensuite retisser les liens. Ces liens, vous les étudiez dans votre thèse qui suit un plan thématique divisé en 3 parties, qui suivent en fait les 3 étapes fondamentales de la maternité. Vous partez donc de la grossesse, avant de parler de l'accouchement et de finir par la période postpartum. 3 phases d'un même processus qui ont bénéficié ou pas, on le verra, de diverses mesures protectrices, publiques et ou privées. La prise en charge des différentes étapes de la maternité, de la grossesse à l'enfance en passant par l'accouchement, comporte, pour simplifier, 2 volets complémentaires que je vous propose de qualifier ainsi. Un volet un peu passif, minimaliste, qui prend la forme d'un congé et qui permet à la femme de l'écarter de son travail, on verra ça dans un premier temps. Et puis un volet plus actif pour l'État ou pour les entreprises, qui prend la forme d'aide pour que ce congé se passe dans de bonnes conditions, et on verra ça dans un second temps. Commençons par le congé, qui peut apparaître comme la mesure la plus évidente. Or, ce n'est pas si vrai que ça. On le verra d'abord dans son principe, avant de voir ses modalités. Dans le principe, comme vous le rappelez, et comme on doit le rappeler à nos auditeurs, le congé maternité n'a pas toujours existé. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Traditionnellement, concrètement, une femme enceinte devait aller au travail auparavant. Sinon, qu'est-ce qui se passait juridiquement ? Eh bien, très simplement, le droit civil s'appliquait. Donc, on considérait que si elle ne revenait pas au travail, c'est qu'elle ne voulait plus travailler. Et donc, le patron la congédiait. En fait, c'est vraiment principe, elle rompait son contrat d'elle-même, donc on la renvoyait. Voilà. Donc, au bout d'une journée d'absence, ça pouvait suffire. Vraiment, c'est simplement l'idée que elle a exprimé sa volonté qu'elle ne voulait plus venir travailler. Donc, je vais trouver quelqu'un pour la remplacer. Ce qui veut dire qu'elle a que 2 options. C'est soit ensuite retourner dans la même usine et demander si elle peut se faire réembaucher. Mais alors là, elle n'est pas certaine d'avoir les mêmes conditions de travail, le même poste et le même salaire, parce que ça aussi, ça peut être un objet de discussion, enfin, discussion patronale en fait, ou bien chercher un emploi ailleurs. Et au-delà donc de ce fondement juridique très bête et méchant, est-ce qu'il y avait d'autres préjugés, d'autres raisons, d'autres obstacles au fait que la femme parte du travail, et donc qu'est-ce qui poussait à la maintenir au travail ? Qu'est-ce qui poussait à la maintenir au travail ? Là, c'est vraiment un aspect économique, parce que ça reste toujours une main-d'œuvre qui est vraiment concurrente aux hommes, et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Les femmes ont toujours travaillé, ça, c'est un constat qu'on a fait, mais selon la situation économique et politique, soit elles sont les bienvenues comme les enfants, parce que leur salaire, moitié moins qu'un homme, et un enfant, il a un salaire équivalent à 1/3 de celui d'un homme. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus attractif. En plus, bien sûr, une femme, elle est considérée comme plus docile, plus calme, elle ne va pas se rebeller, elle ne fera pas partie d'un syndicat quand ensuite ils seront reconnus par la loi de 1884. Donc finalement, c'est souvent intéressant d'avoir ce type de main-d'œuvre, sauf quand il y a une rébellion des hommes qui pourraient dire non, parce que ça fait baisser nos propres salaires. Et inversement, j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait parmi les hommes politiques en tout cas, l'idée qu'il ne fallait pas accorder de congés aux femmes, sinon ça allait donner des mauvaises idées aux hommes qui allaient pouvoir revendiquer des congés, accidents, maladies, etc. Oui, tout à fait. Et aussi, on croyait que certains médecins, que ça pouvait être positif pour les femmes d'aller au travail, enceintes. Alors là, les médecins, il y a vraiment deux groupes. Ils ne sont pas du tout d'accord sur la question. Il y a ceux qui considèrent que le travail, c'est bénéfique à tous. Voilà, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut y aller sans condition, restriction d'âge, de temps de travail, parce que dans tous les cas, il y a aussi en fait cette idée encore une fois d'ordre, que finalement ça donne à tout le monde des horaires et des obligations, donc c'est mieux que l'oisiveté. C'est un petit peu ça. Finalement en filigrane. Et puis, donc là, eux, évidemment, ils considèrent... Alors, ils prennent souvent des exemples très atypiques. Ils vont aller dire, oui, mais la paysanne normande, 3 jours après son accouchement, elle retourne au champ. Rachida Dati aussi, je crois, était retournée au travail 3 jours après. À peu près, oui. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est des arguments qui permettent de justifier. Et puis, il y a une autre partie des médecins, eux, qui sont beaucoup plus dans le questionnement. Ils sont moins dans l'affirmation, quoi. Ils vont vraiment dire peut-être qu'en fait ce serait mieux qu'elle se repose, mais souvent c'est aussi lié à un autre argument qui est celui de dire
ça va lui permettre de s'occuper de son enfant elle-même. Et non pas que l'homme s'en occupe. Et donc, pendant longtemps, il n'y a pas de congé maternité. À partir de quand est-ce que ça change? C'est à partir de la loi que vous avez mentionnée, où il y a des précédents et il y a des patrons qui prennent l'initiative d'accorder des congés? Alors les 3 patrons que j'ai étudiés mettent en place un congé de maternité avant l'État, avant le législateur, puisque même l'État patron a mis en place des choses dès 1900. Donc on est 9 ans avant la loi. Et pour mes patrons, Dollfus, c'est à partir de 1862, donc c'est quand même le plus ancien que j'ai trouvé. Bonnier, c'est 1894, et pour Vraud à Lille, on est sur 1901. Donc autrement dit, il s'engage à ne pas licencier la femme qui part au motif officiel qu'elle est enceinte. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on va lui octroyer un congé. On va lui dire que pendant 20 jours, pendant 8 jours, après ça dépend, mais pendant un laps de temps, elle a droit de se reposer, et elle a même, c'est toujours prévu, interdiction de travailler ailleurs, puisqu'il y a toujours aussi cette crainte que si elle a un congé dans cette entreprise, elle va aller ailleurs, par exemple, se faire embaucher. Pour avoir un double salaire. Voilà. Oh là là. Et pourquoi est-ce que les choses ont changé? Alors vous avez donné des dates qui s'étalent entre, en gros, la seconde moitié du 19e siècle, début 20e siècle. Pourquoi c'est à ce moment-là que ça a changé? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? Alors oui, alors du point de vue patronal, ça s'explique vraiment par, souvent c'est toujours le même argument, c'est la lutte contre la mortalité infantile. Pourquoi? Parce que c'est l'idée aussi de s'assurer une main-d'œuvre pérenne. Donc il y a vraiment cette idée que si on promeut une maternité sereine à ses ouvrières, on aura plus tard d'autres bons ouvriers qui viendront à l'usine. Et donc c'est pour ça que c'est ensuite tout un ensemble de mesures qui est mis en place, et où en fait le congé de maternité n'est que le point de départ. Il n'y a pas aussi pour l'État l'idée d'avoir des soldats en ayant justement des enfants? Alors, l'État, oui, en tant qu'entité publique, mais en tant que patron, l'État patron, par exemple, l'État manufacturier, c'est vraiment l'idée, et ça se voit très très bien, l'idée d'être modèle. Et de surtout pas, parce qu'en fait, on cite déjà très souvent Dollfus, par exemple, dans les débats parlementaires, et il y a vraiment cette crainte que l'État patron soit après d'autres personnes privées. Donc c'est pour ça que dès 1900, on trouve un ensemble de mesures qui viennent protéger la maternité d'une façon ou d'une autre. Ces mesures forment le principe, passons maintenant à son contenu. Quelle était l'étendue de ce congé, sa durée, et est-ce qu'il y a en gros une augmentation ou une réduction du congé? Alors avec la loi Enguerrand donc de 1909, c'est 8 semaines, et alors le curseur, c'est toujours l'accouchement. Donc c'est 4 semaines avant et 4 semaines après l'accouchement. Et vu qu'on sait toujours une date exacte auquel aura lieu l'accouchement, c'est facile. Évidemment. Et après, ça a augmenté, ça... Alors ensuite, ça n'a pas augmenté pendant longtemps, puisque en fait, avec la loi Strauss, c'est plutôt une question d'indemnité, et on change les conditions, donc on n'est pas sur l'allongement. Et après, il faut attendre la loi du 4 janvier 1928, qui va cette fois prévoir davantage 12 semaines. Sauf que ce qu'il faut dire sur cette loi, c'est qu'en fait, elle n'est que la ratification d'une convention qui émane de l'Organisation internationale du travail, la première convention sur la protection de la maternité, et qui a été signée le 29 octobre 1919. Donc en fait, on avait pas mal d'années de retard sur ça. Comme souvent en droit international. Donc ça, c'est la durée globale. Est-ce que, pour tenir compte des situations particulières, par exemple pathologiques, il peut y avoir des droits plus longs accordés à certaines femmes, une souplesse? Pas du tout. Il n'y a pas d'exception dans la loi qui est prévue. Ça viendra seulement avec la loi de 1928, mais ça concernera uniquement la grossesse, où on distinguera entre la grossesse dite normale, alors on peut encore une fois discuter des termes, et la grossesse pathologique. Mais là, ça conduit vraiment... alors, il donne les deux situations en fait que ça implique. Soit c'est parce que la femme contracte une autre maladie en raison de la grossesse, soit parce que la grossesse lui donne davantage de symptômes par rapport à une maladie qu'elle avait déjà. Donc en fait, c'est encore une fois très limité. Il n'y a pas d'exception donc de temps. Et est-ce qu'il y a des exceptions, des limitations par rapport au type de travailleuse? Autrement dit, est-ce que toutes les femmes qui travaillent ont ce congé, ou est-ce que c'est seulement certaines qui sont salariées, fonctionnaires, que sais-je? Alors là, effectivement, ça change, et selon chaque employeur, on va avoir des distinctions. Donc comme j'ai dit, pour l'État, en tant qu'entité publique, donc dans le cadre des ministères, les mesures, elles sont prises, on va dire, assez rapidement, et elles sont plutôt satisfaisantes. Sauf par exemple pour les PTT où là, la dame Chambin a fait son travail pour que ensuite ce ne soit plus seulement les fonctionnaires, mais aussi les agents, voilà, les agents contractuels, parce qu'en plus il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans cette situation. Et ensuite pour les privés, c'est un peu différent. Et par exemple, pour les femmes qui travaillent chez elles, dans le travail domestique, ça compte ou pas? Dans une exploitation agricole, dans un... Alors là, non. Alors les ouvrières à domicile, elles ont été quand même oubliées. Mais heureusement,
Notre député Fernand Engérand, il est intervenu après l'adoption de la loi Strauss en 1913 en disant « Mais attendez, là en fait avec ce que vous avez prévu dans le texte, ça empêche les ouvrières à domicile d'intervenir puisque dans la loi Strauss, il y a en fait la mention du contrat. Dans la loi Engérand, ça concernait, on dit simplement qu'il faut avoir un contrat de travail pour bénéficier du congé puisque c'est une suspension du contrat. Alors, du contrat de louage de service, puis après du contrat de travail. Et dans la loi Strauss, ce qui comptait, c'était le lieu de travail. Donc on disait à partir du moment où la femme travaille dans un établissement industriel ou commercial, en dehors de chez elle, privé ou public. Ils avaient aussi précisé ça, mais effectivement en dehors de chez elle. Et donc Engérand est intervenu en disant il faut refaire une loi ou un décret, il faut ressortir quelque chose, parce que là, vous avez quand même oublié beaucoup de femmes. Et donc on a eu la loi du 13 juillet 1913 qui portait sur ces ouvrières à domicile. Et malgré ses limites, est-ce que cette loi était respectée par les patrons ou est-ce qu'il y avait quand même, alors qu'elle était déjà limitée, des façons de contourner, de licencier quand même la mère indirectement ? C'est une question que je me pose encore, parce qu'en fait, c'est très difficile de voir vraiment l'application des textes ou pas, puisque j'ai trouvé très peu de cas de jurisprudence. En fait, j'en ai trouvé qu'une petite dizaine, et seulement 2 émanant de la Cour de cassation, déjà, donc ça montre aussi quand même... Ça ne remontait pas en... Non, ça remontait très peu et les affaires concernaient par contre toutes des ouvrières qui effectivement contestaient leur licenciement, qui émanait donc du patron. Alors souvent c'était plutôt au moment de la grossesse. C'est qu'en fait l'employeur disait « Ah mais maintenant que l'état de grossesse est apparent, elle peut plus garder son poste, en fait elle peut plus travailler, donc je la licencie ». Et le juge à chaque fois est intervenu, alors sur différentes, selon les situations, sur différents motifs, mais l'idée c'était vraiment de dire que voilà, là il n'y a pas encore application de la loi Engérand puisqu'on n'est pas 4 semaines avant la date de l'accouchement, par exemple si elle était enceinte que de 5 mois ou 6 mois, mais il faut justifier que l'état de grossesse l'empêche de continuer son travail. Et c'est là que souvent, en fait, le juge disait je vois pas d'éléments qui justifient. Alors, ne voyons pas le mal partout, cela étant, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des aménagements, des conditions de travail, de sorte à permettre aux femmes qui étaient obligées de travailler parce qu'elles n'étaient pas dans les 8 semaines que vous avez mentionnées, de le faire dans de meilleures conditions et surtout moins dangereuses pour leur enfant ? Oui, alors d'une part, les patrons, eux, ont essayé en tout cas de mettre en place un certain nombre de mesures. Souvent, ça se traduit par la création de crèches, de garderies, ou en fait au moins... Dans le... Ou juste à côté, voilà, pour que ce soit très proche. Donc au moins, ça permet à l'ouvrière de ne pas faire de détour, on va dire, pour faire garder son enfant. Et après, en termes d'aménagement de travail, moi j'en ai trouvé très peu dans les archives de mes 3 patrons privés, là, de mes 3 industriels textiles, parce que en fait aussi déjà, vu qu'elles sont dans le textile, souvent c'est des positions... Par exemple, Vro, dans la fileterie, elles sont principalement assises. Donc, en tout cas, c'est ce qui est précisé. Donc, ça justifie que finalement, il n'y a pas besoin d'aménagement supplémentaire. C'est plutôt après. On vient de voir comment et pourquoi le congé maternité a été mis en place. Il faut maintenant voir par quelles aides il a été complété. On va parler de ces aides dans un second temps, mais il ne faut pas croire pour autant qu'elles sont secondaires par rapport au congé, parce que sans elles, une femme en congé n'ayant pas de revenus serait dans une situation délicate, sauf comme vous l'avez dit, à travailler ailleurs. On va donc s'occuper d'aides matérielles d'abord, d'aides financières, avant de voir aussi des aides médicales, parce que comme vous l'avez dit, l'un des problèmes c'était la mortalité, et donc il faut voir comment la médecine a pu essayer d'encadrer et de protéger ces femmes. Commençons par les aides matérielles. On a vu que la femme en congé pouvait par définition ne pas travailler, mais est-ce qu'elle devait être payée et si oui, à partir de quel moment ? Alors quand il s'agit des patrons, déjà c'est vraiment aussi à leur bon vouloir. Donc ça peut arriver qu'il y ait une indemnité, mais alors elle n'est jamais compensatrice du salaire. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est jamais équivalente. Donc même ceux que vous avez cités et qui accordaient des congés avant la loi pouvaient donner ces congés sans argent en se disant le mari paiera, la commune avec une œuvre de charité paiera. Ah oui, complètement. Le principe vraiment qui perdure, c'est ça. C'est que le congé, c'est déjà beaucoup. Je vous vire pas, c'est déjà bien. Voilà, c'est un peu ça. C'est de dire, je reconnais que là, il y a une situation particulière qui fait que mon ouvrière ne peut pas travailler. Après, à elle de se débrouiller financièrement. Mais ça rejoint encore une fois toujours le même sujet, c'est les convictions. Donc c'est l'idée que de toute façon, ce qu'on veut valoriser, c'est la maternité aussi de l'épouse. C'est pas la maternité de la fille-mère. Donc ça sous-entend, c'est aussi pour ça qu'elle a un salaire moindre, c'est la question du salaire d'appoint. Et donc il y a cette idée que de toute façon, elle a un cocon familial qui lui permet de ne pas travailler pendant 3 semaines et que d'une façon ou d'une autre, elle va pouvoir rester à la maison et trouver des façons de compenser cette absence de revenus. Oui, c'est qu'on ne la pense jamais
jamais comme un individu, mais toujours comme l'accessoire qui suit le principal, l'époux. Exactement, le chef de famille. Hein. Et par contre, quand il y avait argent, quand il a commencé à avoir l'argent, donc c'est la loi de Strauss qui a payé, ou certains, dans d'autres situations, parfois peut-être certains patrons un peu plus bienveillants, mais d'où venait l'argent exactement ? Alors là, c'est encore une fois un coup de baguette magique, on va dire, après des années de débats parlementaires, de finalement dire que c'était à l'assistance publique de payer pour cette indemnité, ce qui veut donc dire qu'on a fait passer ça sur une loi de 1893 qui portait sur l'assistance médicale gratuite. Donc ça veut dire qu'il y a deux considérants qui s'appliquent à une ouvrière en couche. D'une part, qu'elle est indigente, donc elle n'a plus de revenus, voilà. Et là, par contre, on ne prend pas en considération si elle est mariée et les éventuels revenus de son époux, par exemple, ou des enfants. Hein. Donc ça, c'était au moins le point positif. On regardait vraiment sa situation personnelle, donc l'indigence. Et ensuite... Que la grossesse est une maladie, alors. Voilà, la maladie. Il fallait être une indigente malade. Et ce qui veut dire qu'ensuite, on a appliqué les mêmes tarifs, mais on était à 50 centimes. Alors, on avait laissé une échelle entre 50 centimes et 1,50 franc. C'est tout à fait ridicule par rapport au salaire que pouvait percevoir une ouvrière à cette époque. Qui était pourtant bas, mais supérieur à cela. Supérieur à ça. Sachant qu'en plus, c'était aux communes de décider combien elles voulaient mettre entre 0,50 et 1,50 franc. Donc évidemment, pour les communes, vu que c'était à elles de financer principalement... Sur leur budget ? Sur leur budget, cette assistance, avec souvent un soutien aussi du département. Mais en fait, quand on voit les proportions, c'est vrai que ça repose énormément sur la commune. Donc ça veut dire qu'on était plus sur le 50 centimes que sur le 1,50 franc. Parce qu'il fallait bien payer les ronds-points, les pots de fleurs. J'ai cru comprendre aussi que parfois l'argent venait des femmes elles-mêmes via des espèces de mutuelles. Comment ça se passait ? Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels, dont j'ai déjà parlé. Et en fait, à partir de 1892, Félix Poussineau, qui est aussi un industriel textile, va créer ce qu'il va appeler la mutualité maternelle. Donc c'est vraiment une société de secours qui est juste dédiée aux femmes et qui ne porte que sur des questions liées à la maternité. Et là, c'est le système de l'assurance privée. Ça veut dire que la cotisation est souvent assez peu élevée puisqu'on s'adapte au salaire féminin. Par contre, il faut une cotisation régulière. Et puis au bout, souvent, alors ça peut être 6 mois ou 1 an d'adhésion, eh bien, on a le droit elle pourra, si elle est enceinte, bénéficier des mesures. Alors souvent, c'est 8e mois de grossesse et puis accouchement. Et c'était limité par entreprise ? C'était pas une mutuelle générale ? Alors ça dépend. Soit ça émanait du patron, comme par exemple Bonnier, où là, lui, en fait, il s'est inspiré. J'ai trouvé après de la correspondance, en fait, il était très proche de Poussineau. Et donc, il lui a demandé de lui envoyer vraiment les statuts originels de sa mutualité pour faire la même dans son entreprise. Et là, par contre, c'était dédié, ça s'appelle la mutualité maternelle de Vienne. Mais en fait, à Vienne, c'était lui qui avait la plus grosse industrie. Donc, évidemment que l'objectif, c'était que toutes ces ouvrières déjà y aillent. Et puis, il y avait une condition de résidence. Donc, c'est vrai qu'une femme qui aurait travaillé dans un autre village, mais qui habitait à Vienne, aurait pu aussi s'inscrire. Puisque, en fait, l'idée, c'est toujours d'accroître le nombre d'adhérentes pour qu'ensuite on puisse augmenter le montant des cotisations et surtout de l'indemnité qu'elles percevront après. Et ça, cet argent des mutuelles venait compléter, devancer, comment ça s'articulait avec le dispositif de l'État ? C'était soit concurrentiel, soit complémentaire. Parce que de toute façon, vu que c'était privé et que c'était à l'ouvrière de financer elle-même, à ce moment-là, son congé de maternité, elle pouvait parfois en même temps toucher des aides de l'assistance publique, mais vu que l'assistance publique requiert aussi énormément de documents, il faut prouver son indigence, qu'on est d'une famille de bonnes mœurs, etc., ça pouvait entrer en conflit. Et encore une fois, il y a un autre élément qui pour moi est très important, c'est qu'en fait, tout ça, c'est des réseaux où c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, le patron... chaque patron que j'ai étudié a toujours été à un moment donné maire de la commune, donc a pu faire en sorte de faire échouer, par exemple, le système d'assistance publique pour valoriser la mutualité qu'il aurait mis en place. C'est typique ce qui se passe à Mulhouse, typiquement. On va refuser de s'intéresser à l'assistance publique parce qu'on considère que la prévoyance, c'est bien mieux que l'assistance. La prévoyance, donc, système privé. Voilà, et système mutualiste. Vous avez parlé de femmes de bonne mœurs, ça veut dire qu'il y avait des conditions, de territoire aussi, d'habitat, il y a des conditions pour toucher ces indemnités ? Oui, elles sont assez nombreuses. Alors en général, il y a l'âge aussi. Ça, ce qui est très intéressant. Donc on présuppose qu'on peut avoir un enfant entre, par exemple, on va trouver 20 et 45 ans.
Bon, effectivement, vu la moyenne d'âge, on va dire que 45 ans, ça peut sembler âgé, mais en même temps, ça veut dire qu'une femme de 46 ans qui serait là depuis 20 ans dans l'entreprise, elle aurait droit à rien, alors qu'elle aurait peut-être participé et cotisé pendant toutes ces années. Enfin, bon, donc il y a l'âge et évidemment la situation maritale. Oui, c'est que pour les femmes mariées, pas les concubines. Effectivement. Pas les femmes dans le Alors, péché. ça peut arriver que ce ne soit pas imposé, mais c'est quand même très très souvent le cas. Et parfois, alors typiquement à Lille, c'est imposé que le mariage soit civil et religieux. Oui, j'allais vous dire, vu que parfois c'est par conviction religieuse, protestante ou catholique que les patrons font ça, est-ce qu'on demande à ce que ce soit justement des femmes de bonne religion ? Alors chez les protestants, je ne l'ai pas trouvé. Chez Dollfus, non. Mais par contre, dans le Nord, oui. C'est toujours imposé, c'est toujours bien précisé, mariage civil et religieux. Parce que sinon, ça ne compte pas. En plus de ces sommes d'argent, on a parlé tout à l'heure aussi des primes de naissance. Il y a aussi les allocations familiales qui peuvent venir après, mais qui ne sont pas forcément en plus cumulatives. Parfois, et vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est une façon d'inciter les femmes à arrêter de travailler. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est plutôt dans les années 1920, c'est plutôt après-guerre, où on va avoir ce qu'on appelle des caisses de compensation. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de ce que seront ensuite les allocations familiales. Et c'est l'idée que le père de famille, à partir du moment où il a 3 ou 4 enfants, et qu'il a un salaire insuffisant pour nourrir toutes ses bouches, a droit à une indemnité. Et donc c'est lui qui la touche pour la femme qui, elle, a ses enfants, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de prise en compte en soi du congé de maternité, parce qu'on considère que la maternité est un travail. Et ça rejoint aussi toute une pensée qui a évolué, alors qui date vraiment déjà aussi plutôt de la seconde moitié du 19e, mais ce qu'on appelle la crainte de la dépopulation et après de la dénatalité. Donc vraiment l'idée de la part notamment des autorités publiques, mais aussi, comme je l'ai dit, des patrons, de se dire, mais en fait, on a une baisse de la natalité qui est inquiétante parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, on aura besoin de soldats, donc il faut absolument inciter les femmes à faire des enfants et à avoir aussi plus d'enfants. Et à s'en occuper pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils ne meurent pas, etc. Exactement. Et justement, après la naissance de l'enfant, est-ce qu'il y avait des aides matérielles à l'époque que vous avez étudiées ? J'entends par là des moyens de garde. Aujourd'hui, on connaît les nounous, les assistantes maternelles, on connaît les crèches. Est-ce qu'il y avait ce genre de choses à l'époque ? Alors oui, il y avait les salles d'asile. Alors ça, c'est bon, le terme peut être aussi discutable, parce que ça a été traduit de l'anglais des infant schools. Alors je ne sais pas comment ils sont arrivés à salle d'asile, ça j'ai pas trouvé. Et là, c'était vraiment, on va dire, l'ancêtre de la crèche / école maternelle, puisque c'est pour les petits-enfants, c'est plutôt entre 3 et voire 6-7 ans, ça dépend, puisqu'encore une fois, au départ, ce sont des organismes privés créés par, souvent, des femmes et les femmes d'industriels. Et donc, la salle d'asile, elle est créée pas très loin de l'usine. Et puis, on avait aussi les nourrices. Oui, avant donc les 3-4 ans que... Voilà, pour les tout petits, puisque ce qui va aussi avec cette idée de promouvoir la natalité, c'est l'allaitement maternel. Ça, c'est la grande mesure aussi, c'est de dire il faut que la mère allaite elle-même son enfant. Sauf que la mère qui travaille ne peut pas, et donc elle va chercher une personne tierce pour le faire, c'est la fameuse nourrice. Alors là, il y a toujours eu les nourrices, enfin, il y en a toujours eu. Dans toutes les classes sociales, on a eu recours à ces nourrices. C'est juste qu'il y a quand même des grandes différences entre la nourrice que peut se payer, par exemple, le patron industriel et aussi député, que l'ouvrière avec un maigre salaire et qui a peut-être aussi 3 ou 4 bouches à nourrir. Et la nourrice bio et la nourrice master poulet. Est-ce qu'il y a aussi des crèches à l'époque qui se développent, je crois, à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Alors c'est aussi dans la même idée que la salle d'asile, finalement. Et souvent, c'est vraiment aussi proche de l'usine. Alors soit c'est mis en place, alors là encore une fois, ça dépend vraiment, puisque chacun, en fait, fait les choses à sa sauce, pour rester sur le terme de bio ou poulet. Voilà, pour rester sur le thème alimentaire. Et donc, il y en a en fait, typiquement Bonnier avec la mutualité maternelle, il va faire en sorte de mettre en place une crèche, une pouponnière, mais ça prend du temps. Les dernières innovations de mode de garde arrivent vraiment dans les années 20-30 même. Et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt, je pense typiquement aux manufactures d'État, où on va plutôt essayer de mettre ça dans un bâtiment tout près ou de trouver une salle à l'intérieur de l'usine pour mener à bien cette mesure de garde.
À côté de ces gardes et de l'argent, il faut aussi des médecins qui ont un rôle important, comme on va le voir. L'époque que vous étudiez, c'est celle de la médicalisation de la maternité, si j'ose dire. Et ça se traduit par plusieurs choses. Et d'abord par le remplacement des matrones, ce qu'on appelait les matrones, par des sages-femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, tout à fait. Alors les matrones, c'était en fait souvent une femme dévouée, et alors parfois qui avait plus ou moins d'expérience, on va dire, dans le village ou la ville. Pas de diplôme, mais des expériences pratiques. Exactement. Et qui allait donc assister les voisines qui accouchaient. Et on ne faisait appel qu'aux chirurgiens vraiment que dans les cas d'accouchement compliqué, difficile, où il y avait besoin d'instruments. Mais vraiment, on évitait absolument, parce que ça voulait dire aussi faire rentrer l'homme dans, en plus, le foyer, puisqu'on accouche chez soi. Et les sages-femmes, elles, se sont développées à cette époque-là avec un diplôme, et parce qu'on trouvait que c'était plus sain, plus protecteur ? Alors en fait, on a voulu remplacer les matrones parce que c'était aussi un moyen pour les hommes de conquérir ce qu'on appelle l'art des accouchements. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, on avait déjà, même au 18e, une sage-femme, alors elle n'en porte pas le nom, mais une accoucheuse, voilà, comme on dit, la dame de Coudray, qui avait créé un mannequin pour expliquer comment était le fœtus, etc., quels étaient les bons gestes à faire pour accompagner la naissance, etc. Mais c'était des femmes qui s'en occupaient. Donc. C'était des femmes, sauf qu'elle a permis aux hommes d'assister à ces cours. Et là, les hommes se sont dit, mais il y a un moyen, en fait, d'entrer finalement dans ce milieu que jusque-là, Alors, en fait, on n'a jamais interdit aux hommes, je veux dire, d'assister à un accouchement, mais évidemment, ils n'étaient pas forcément intéressés. Et puis, il y a aussi cette question de bienséance qui fait que, on ne montre pas son intimité devant n'importe qui. Et là, va se développer quoi ? La gynécologie, les obstétriciens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors déjà, les sages-femmes, puisqu'on crée un diplôme avec la loi de 1803, ce qui permet effectivement de dire que là, il faut une formation précise, mais les sages-femmes, elles sont formées par qui ? Par des médecins. Donc bon, là aussi, on pourrait se dire, donc on supprime vraiment les matrones qui étaient pourtant des femmes expérimentées, qui auraient pu partager aussi leur savoir, pour en faire vraiment quelque chose de très... il faut une formation théorique, il faut avoir suivi tant de cours, etc., pour avoir l'habilitation. Et ces sages-femmes, ensuite, elles vont se développer partout, mais elles ont plutôt une pratique libérale. Donc elles vont plutôt, effectivement, encore une fois, au domicile des parturientes. Pas à l'hôpital, parce que, vous le dites, l'hôpital faisait peur et on préférait accoucher à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Pourquoi ? Quel était le danger de l'hôpital ? Alors pendant très longtemps, l'hôpital est considéré comme un mouroir. Ça, c'est vraiment un terme qu'on retrouve assez régulièrement. Mais pourquoi ? Parce que c'est aussi lié à l'histoire de l'hôpital même. C'est vraiment un lieu finalement qui est pendant très longtemps d'accueil de malades, des indigents, etc. Et puis les conditions aussi de soins sont assez terribles, en tout cas pour nous aujourd'hui, puisqu'en général, tout le monde est dans la même salle et donc le médecin, il opère au milieu des autres patients. Donc évidemment, sans se laver les mains entre deux opérations. Donc pendant très très longtemps, c'est un lieu où on a plus de risques d'y mourir que d'être soigné. Donc on l'évite absolument, et on le voit aussi dans les politiques publiques, on a toujours valorisé le soin à domicile. Et en dehors de l'hôpital, pour la majorité des femmes qui essayaient d'accoucher chez elles, est-ce qu'il y avait quand même un suivi, que ça soit avant l'accouchement, après ? Est-ce qu'il y avait un soin apporté par l'État à cela ? Justement, parce que même quand après on a eu le développement de la gynécologie et de l'obstétrique, et puis ensuite la création de maternité, ça n'a pas empêché que pendant longtemps encore, les femmes ont eu du mal à y aller, parce qu'il y avait quand même toujours ces craintes, et puis le fait aussi de se dire, on est dans un milieu d'hommes, puisque vraiment la médicalisation de la maternité, c'est la conquête des hommes sur un savoir, entre guillemets, une expérience qui est purement féminine, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ce suivi, justement, pouvait sembler contraignant, aliénant. Est-ce que vous auriez des exemples ? Oui, le suivi, en général, se fait à domicile pour pouvoir vérifier les conditions de vie et d'entretien de l'enfant. Et ça permet aussi, alors ça, c'est le côté un peu cynique de la chose, mais ça permet aussi de vérifier qu'elle n'a pas menti. Donc de vérifier combien il y a d'enfants à la maison, est-ce qu'elle a bien le berceau, et aussi de vérifier qu'il n'y a pas de biberon. Donc les visites, elles se font souvent... Pour favoriser l'allaitement. Oui, pour favoriser l'allaitement maternel, puisque c'était parfois une condition pour aussi obtenir les indemnités. Et donc, évidemment, il venait, en fait, souvent c'était des visites surprises, on ne vous prévient pas à l'avance, donc juste le médecin arrive, il est là, je viens pour ma consultation, et en fait, il va faire ensuite un rapport où il va pouvoir dire, alors j'ai constaté qu'il y avait une tétine là dont je soupçonne qu'on n'est pas que sur de l'allaitement maternel, c'est vraiment... En fait, toutes les mesures d'aide ou d'accompagnement,
elle vise toujours à protéger l'enfant d'abord. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est vraiment typique, aller vérifier qu'elle allait bien. Et après, c'est des mesures plutôt sur le poids de l'enfant, est-ce qu'il est en bonne santé. Alors, ils vérifient ça de manière... aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas vraiment scientifique, mais en tout cas, ils ont un protocole de suivi de l'enfant. Et c'est pour ça que sur la femme en postpartum, on ne le voit pas, en fait, le suivi médical de la femme en postpartum. Ça n'y est pas. C'est vraiment un suivi de l'enfant. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'elle s'en occupe bien ? Et c'est lié aussi au développement ensuite de la puériculture, où là, on va avoir encore une fois des médecins qui vont dire on va expliquer aux femmes comment s'occuper d'un enfant, parce qu'elles ne savent pas en fait. Donc, alors que nous, on a écrit des thèses médicales sur la question. Donc voilà, le lange, ça se met comme ça, il faut une layette dans ce sens-là, le berceau doit être orienté à tant de distance de la fenêtre, etc. Et vous aussi, vous avez écrit une thèse, l'élaboration du régime juridique de la maternité au travail, une étude de la prise en charge des états de maternité en France, 1810-1938, thèse dont nous avons parlé aujourd'hui un petit peu. Merci beaucoup d'être venue, Marie-Charlotte. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.